Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. La maison était douillette et silencieuse. À part le ronron du chat et le joyeux pétillement du feu dans l'âtre. Andrew Davidson s'empara d'un livre qu'il avait depuis longtemps envie de lire. Soudain, le téléphone sonna. Andrew se leva vivement pour répondre et, dans sa hâte, il renversa un cendrier sur le tapis. « Ah! Allô, oui! »« Allô, papa? Tu as l'air de bien mauvaise humeur. » C'était Suzy, sa fille. Elle était chez des amis ce soir, dont elle gardait le bébé. « Ah, excuse-moi, Suzy, mais je viens de renverser le cendrier en allant répondre au téléphone. Qu'est-ce que tu veux? »« Écoute, papa, j'éprouve une drôle d'impression. »« Ah oui, quel genre d'impression, Suzy? Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? »« Des bruits bizarres, papa. J'ai l'impression que j'entends du bruit à la porte de service. Mais quand je vais voir, il n'y a personne. »« Et c'est pour ça que tu me déranges, Suzy? Dis-moi, quel film d'horreur es-tu en train de regarder à la télé? » « Bon, ça ne fait rien, papa. Ça ne fait rien. Oublie que je t'ai parlé de ça. »« Mais non, pas du tout, chérie. S'il se passe vraiment quelque chose d'anormal, je veux savoir. Il ne me faudra pas longtemps pour te rejoindre. »« Non, ne t'inquiète pas, papa. Je vais me débrouiller toute seule, comme d'habitude. »« Très bien, Suzy, si tu veux jouer les héroïnes à ta guise. Mais rappelle-moi s'il y a quoi que ce soit. » Andrew resta debout quelques minutes, la main sur l'appareil. Bon, cette inquiétude était ridicule. Il connaissait sa fille, il était certain de bien la connaître. Mais connaît-on vraiment les siens? Voyons, ce soir, elle était chez Albert et Sally. Elle gardait leurs enfants. Andrew s'empara de l'annuaire de banlieue. Il ne savait pas exactement où habitait Albert, dans le quartier nord, lui semblait-il, ou nord-ouest plutôt. Ça ne devait pas être bien loin. Mais il ne serait pas mauvais de vérifier la distance à tout hasard. Il ouvrit l'annuaire et s'assit, très calme d'abord, mais peu à peu, il sentit l'énervement le gagner. C'était absurde, absolument absurde. Il faisait tous les jours, depuis 2 ans, le même trajet en chemin de fer avec Albert et quelques autres compagnons de voyage, toujours les mêmes, mais il ne connaissait même pas le nom de famille de cet Albert. Il prit le téléphone et composa le numéro de son voisin, Bob Appleby. Lui aussi prenait ce train-là et pourrait peut-être donner le renseignement demandé. « Allô, Bob? Ici Andrew. Dis-moi, tu connais Albert qui prend le train avec nous? »« Albert, oui, c'est le type qui est toujours habillé en tweed. »« Oui, c'est ça. Dis-moi, quel est son nom de famille? Je voudrais le joindre et j'arrive pas à me le rappeler. »« Ah, je suis désolé, Andrew, mais je connais pas son nom. Je sais qu'il s'appelle Albert. Je sais que sa femme s'appelle Sally. »« Oui, je sais, Bob. Mais ça me sert à rien, ça. Est-ce que tu connais des amis à eux? »« Non, mais attends une minute, Andrew, attends. Tu pourrais peut-être essayer d'appeler Jane Connolly. » Les Connolly avaient leur nom dans l'annuaire. Andrew composa le numéro. Une voix de femme se fit entendre. « Allô, oui? »« Allô, Jane, Andrew Davidson à l'appareil. Ma fille est allée ce soir garder le bébé d'Albert et de Sally et j'ai besoin de lui téléphoner chez eux. Quel est leur nom de famille? »« Oh, Andrew, bonsoir. Ils ont déménagé, mais je ne sais pas au juste où ils habitent maintenant. »« Non, mais c'est seulement pour leur téléphoner, Jane. Il me faut leur nom de famille. »« J'y suis, Andrew. Smith. Il s'appelle Smith. Dites-moi, Andrew, mon mari est absent pour la semaine. Vous ne voulez pas venir prendre un verre? » Non, pas ce soir, Jane, merci. Une autre fois, hein? Merci, au revoir.
Il raccrocha, gardant un moment la main sur l'appareil. Il transpirait. Allons, Andrew, tout va bien maintenant, détends-toi. Il s'appelle Smith. C'est simple. Andrew appela les renseignements et demanda le numéro de téléphone d'Albert Smith. La voix de la téléphoniste demanda « L'adresse, je vous prie. »« Ah ben, c'est que je ne la connais pas, mademoiselle. »« C'est une plaisanterie, monsieur? Il y a 7 pages de Smith dans l'annuaire. » Andrew Davidson sentit sa vue se brouiller. Il transpirait de nouveau et se sentait envahi par la panique. La sonnerie du téléphone retentit. Il bondit comme un fou et saisit l'appareil. « Allô, oui ?» C'était à nouveau Suzy. « Mon Dieu, papa, tu n'as pas besoin de crier. Non, Suzy, est-ce que tu vas bien, ma grande? »« Je ne sais pas, papa. Je crois que quelqu'un a essayé d'ouvrir la porte de service il y a un moment. »« Est-ce qu'elle est fermée, cette porte? Hein? Tu te rappelles ce que je t'ai toujours dit, Suzy, hein? »« Oui, papa. Monsieur Smith m'a dit la même chose. Toutes les portes sont fermées à clé et personne ne peut entrer. Mais est-ce que ça t'ennuierait beaucoup, papa? Mais non, bien sûr, ma chérie, je vais venir. Peux-tu me dire comment faire pour arriver jusqu'à toi? Je ne sais pas exactement, papa, mais ça n'est pas très loin. Quand Albert et Sally sont venus me chercher, on a mis environ 10 minutes pour venir. Enfin, qu'est-ce que tu me racontes là, Suzy? Tu connais pas l'adresse? Non, papa, je regrette, j'y ai pas fait attention. Bon, mais écoute-moi, Suzy, le numéro de téléphone est inscrit sur l'appareil devant ton nez, alors donne-le-moi, veux-tu? Andrew inscrivit sur un papier le numéro que lui donna Suzy et poursuivit. Très bien, maintenant, Suzy, ne te monte pas la tête, reste calme. Je vais peut-être mettre un peu de temps à trouver la maison, mais je la trouverai. Papa, il y a tout près d'ici une maison éclairée. Crois-tu que je pourrais... Non, ne bouge surtout pas, Suzy. Laisse les portes bien fermées et reste où tu es. Il ne restait plus à Andrew qu'à trouver l'adresse. Mais comment la trouver, cette adresse? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Andrew Davidson a reçu un coup de téléphone de sa fille Suzy, qui garde les enfants d'un couple d'amis. Suzy est persuadée que quelqu'un essaie de pénétrer dans la maison. Andrew Davidson voudrait bien lui porter secours, mais il n'a pas l'adresse. Et, aussi curieusement que cela puisse paraître, Suzy non plus n'a pas l'adresse. Andrew prit l'annuaire et commença à parcourir la liste des Smiths, comparant les numéros de téléphone avec celui que Suzy lui avait donné. Il découvrit le numéro de téléphone à la 3e page, Smith, Albert et Sally. L'adresse était 900 Shady Lane. Andrew l'inscrivit sur le bloc-notes placé à côté du téléphone, puis saisit un plan des rues, le déplia, le parcourut des yeux en suivant les noms avec son index. Il s'y reprit à 3 fois. En vain. Il n'y avait pas de Shady Lane. Il pensa qu'il était temps maintenant d'appeler la police. Il avait suffisamment de renseignements pour qu'elle pût l'aider. Un certain lieutenant Clark lui répondit et se mit, sans trop se presser, à prendre des notes au fur et à mesure qu'Andrew Davidson lui expliquait la situation. Très bien, monsieur Davidson. J'ai jamais entendu parler de Shady Lane, mais je vais chercher où ça se trouve. J'y enverrai le sergent Olson quand il rentrera. Merci infiniment, lieutenant. Andrew se sentait soulagé. Il alla dans la cuisine car il avait faim tout à coup. Il ouvrit le réfrigérateur. Soudain, dans le salon, la sonnerie du téléphone se fit entendre. C'était le lieutenant Clark. « Je suis navré, monsieur Davidson, mais il y a un petit ennui. Il n'y a pas de Shady Lane dans ce quartier. »« Mais, mon Dieu, lieutenant, je suppose qu'il s'agit d'une nouvelle rue. »« c'est probable, monsieur Davidson. Shady Lane doit se trouver dans le quartier 9 et nous n'avons pas encore de plan de ce coin-là. Je vais vous dire ce qu'on va faire. Dès que j'aurai pu entrer en contact avec le sergent Olson, qui effectue en ce moment une patrouille, je viendrai vous voir et ensemble on trouvera bien une solution. » Quand le lieutenant eut raccroché,
Andrew forma le numéro de téléphone d'Albert Smith. Suzy répondit immédiatement. « Allô, c'est toi, Suzy ? »« Oui, papa. »« Ça va ? » ?»« Papa, pourquoi ne viens-tu pas ? Qu'est-ce que je vais devenir ?»« Non, si, ma chérie, je vais venir. Essaie de tenir encore un moment, hein. Je vais trouver cette fichue maison. Courage, Suzy. Je vais venir. Courage !» Andrew Davidson prit son par-dessus. Il allait sortir en voiture, regarder chaque poteau indicateur au coin des rues nouvelles, et ce serait bien le diable s'il ne découvrait pas Shady Lane. Il posait la main sur la poignée de la porte pour sortir, lorsqu'il se rappela que la voiture n'était pas au garage. Sa femme l'avait prise pour se rendre à son bridge. Chez qui jouait-elle ? Il l'ignorait. Décidément, ce soir, c'est fou ce qu'il ignorait. Dans le salon, le téléphone fit entendre sa sonnerie discordante. « Allô, oui ? » Papa, il y avait bien 2 hommes. »« Quoi, dans la maison ? » Non, ils ont sonné à la porte de service. Et quand j'ai refusé de les laisser entrer, ils ont essayé de forcer la porte. Alors, j'ai éteint et rallumé plusieurs fois la lumière de la véranda. Ça a dû leur faire peur. Au bout d'un moment, ils sont partis en courant. Oh, papa, j'ai peur, je t'en prie, fais quelque chose, viens me chercher. Oui, Suzy, courage, je viens tout de suite. Papa, ils sont 2. Le premier est âgé avec des yeux très clairs et de vilaines dents. L'autre est plus jeune et très brun, avec une cicatrice sur la joue. Papa, ils vont revenir, j'en suis sûr. Dépêche-toi, papa, j'ai peur, dépêche-toi. Davidson raccrocha, la gorge pleine de sanglots. Le téléphone se remit à sonner, assourdissant, tout près de lui. « Monsieur Davidson, lieutenant Clark à l'appareil. Je viens de prendre contact avec le sergent Olson. Je serai chez vous dans quelques instants et on tâchera de repérer l'endroit où se trouve votre fille. »« Il sera peut-être trop tard, » pensa amèrement Andrew. L'idée l'effleura qu'il aurait dû dire à Suzy d'allumer toutes les lumières en guise de signal ou de mettre le feu au toit, n'importe quoi qui fît repérer la villa. Mais il était incapable de dire quoi que ce soit, ou même de rassembler 2 idées. Il ne pouvait penser qu'à sa fille, aux différentes époques de sa vie. Il la revoyait en imagination dans sa petite robe de cretonne bleue, allant pour la première fois à l'école. Il revoyait l'expression heureuse de son visage lorsqu'il lui avait fait cadeau d'un petit chat pour l'un de ses anniversaires. Il revoyait son air d'extrême dignité le soir de son premier bal. Il n'y avait pas si longtemps. Une auto remontait rapidement la rue, tout phare allumé, et ses pneus crissèrent tandis qu'elle tournait dans l'allée qui menait à la villa. Les policiers prenaient de rapides décisions avec le détachement que donne l'expérience. Il ne fallut que quelques minutes au lieutenant pour avoir au bout du fil l'un des directeurs de la compagnie des téléphones et lui expliquer ce qu'il voulait. Après avoir pris quelques notes, le lieutenant Clark remercia le directeur de la compagnie et raccrocha. « Il n'y a que 2 villas dans cette rue, monsieur Davidson. Celle de votre ami, là, et une autre. » De sa voiture, le lieutenant Olson appela le lieutenant Clark qui sortit le rejoindre. Resté seul, Davidson forma le numéro que le lieutenant avait inscrit, après avoir parlé au directeur de la compagnie des téléphones. La sonnerie retentit pendant un long moment à l'autre bout du fil. Enfin, on décrocha et une voix d'homme dit sur un ton de colère « Allô, oui !»« Excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci, monsieur, mais c'est très très important pour moi de savoir où vous habitez, ou plus exactement, comment on peut se rendre chez vous. Voyez-vous, À l'autre bout du fil, on avait brutalement raccroché. Andrew Davidson demeura assis, contemplant fixement d'un air incrédule le téléphone qu'il tenait encore à la main. Dehors, dans l'allée, on entendit soudain ronfler le moteur de la voiture de police. La porte d'entrée s'ouvrit et le lieutenant Clark s'écria « Nous avons repéré l'endroit, monsieur Davidson, on y va. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. » Davidson ne répondit pas. « S'ils arrivent à temps, pensait-il. Si seulement ils arrivent à temps. »
Il se retourna et composa le numéro de téléphone des Smiths, ce numéro que Suzy lui avait donné. Ça sonnait à l'autre bout du fil. Mais pas de réponse. Ah, Suzy, réponds, je t'en supplie. Réponds! Pas de réponse. Andrew se refusait à imaginer ce qui pouvait être en train de se passer là-bas. Pourtant, malgré lui, des images insoutenables traversaient son esprit. Suzy violée, Suzy torturée, Suzy assassinée, et lui impuissant à lui porter secours, lui qui n'était capable que d'attendre stupidement. Soudain, il entendit une voiture qui s'engageait dans l'allée et qui se dirigeait vers le garage. Judith, sa femme, était de retour. Il allait falloir la mettre au courant. La porte s'ouvrit et Judith Davidson dit gaiement « Bonsoir, Andrew !» Andrew leva la tête. Sa femme se tenait dans l'embrasure de la porte et, debout derrière elle, se trouvait Suzy. Suzy. « Mais Judith, où as-tu trouvé Suzy ?»« Mais chez les Smiths, naturellement, Andrew. Je suis passé chez Sally pour voir si tout allait bien et, comme elle et son mari venaient juste de rentrer, j'ai ramené Suzy avec moi. » Andrew Davidson allait se lever et chercher à exprimer les sentiments de soulagement, de gratitude et d'amour qui l'envahissaient quand soudain, il vit Suzy qui le regardait comme jamais elle ne l'avait regardé auparavant. Et il comprit que Suzy avait l'intention de se taire, qu'elle ne dirait pas un mot des heures dramatiques qui venaient de s'écouler. Andrew eut même le pressentiment que, s'il en parlait à sa femme, Suzy démentirait toute l'histoire. Il ne trouva rien à dire. Suzy lui était devenue totalement inaccessible. Il se demandait si elle s'était vraiment trouvée en face d'un danger qu'elle avait surmonté seule, ce qui lui donnait maintenant le droit de regarder son père avec froideur et pitié, parce qu'il ne lui avait pas porté secours. À moins que... Mais oui, bien sûr. Comment n'y avait-il pas pensé plus tôt? À moins qu'elle ait tout inventé comme une enfant méchante et vicieuse pour satisfaire on ne sait quel fantasme. Petite garce. Elle avait toujours essayé de le culpabiliser, et cette fois-ci, elle avait bien réussi son coup. À travers un léger brouillard, Andrew vit Suzy qui le regardait d'un air arrogant, avec des yeux impénétrables. Il comprit qu'il ne saurait jamais la vérité. Tout son univers s'écroulait. Il se leva et mit son pardessus. Il avait besoin de prendre l'air. Et surtout, il devait aller au-devant de la voiture de police avant qu'elle ne revînt. Il fallait expliquer aux 2 policiers qu'il y avait eu une erreur stupide. Ce serait très embarrassant à dire, mais les policiers comprendraient. Il devait être habitué à rencontrer des gens comme lui, qui se laissent dépasser par les événements. Dehors, il pleuvait. Andrew se demanda si c'était la pluie ou ses propres larmes qui mouillaient son visage. Et pour la première fois, Andrew se demanda s'il n'avait pas commis une erreur il y a 16 ans en adoptant Suzy. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus.
Promotion Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.